fait, donc il était fondé à aller même plus rapidement au second tour, mais qu'il fallait que cette fois-ci, on réunifie complètement le pays. Donc, mais ça n'est pas au second tour, après les résultats, ou en tout cas le fait que le deuxième tour soit passé, qu'on va trouver maintenant à redire. Et qu'est-ce qui avait fondé votre conviction de la victoire d'Alassane Ouattara? Vu que tous ceux qui partageaient le même point de vue... Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord... croyaient le contraire, n'étaient pas du tout convaincus de la victoire de Ouattara. Je le dis franchement sans condescendance, mais avec force et de manière péremptoire, on a mal travaillé. On n'a pas fait de campagne réelle. On n'a pas labouré le terrain. Et puis la victoire du président Gbagbo s'est dessinée au premier tour, 38%. Montrez-moi un chef d'État en Afrique qui fait 10 ans de pouvoir et qui ne gagne pas au premier tour, ou au moins qui ne fait pas 45 à 50%. Regardez, tous les chefs d'État africains ont été tous réélus au premier tour. Le président Wade, le président Eyadema, le président gabonais, le président centrafricain, le président ougandais, tous gagnent au premier tour, ou en tout cas frôlent les 50%. Nous avons fait 38% au premier tour. Donc la défaite s'est dessinée dès le premier tour, puisque le RHDP a fait 60%. Donc même si le RHDP perdait 5 points, 6 points, on serait tombé à, je dirais, 54% ou 53%. Donc irrémédiablement, on ne pouvait pas gagner. Mathématiquement, on ne pouvait pas gagner. Même s'il n'y a pas un report mécanique des voix. Il n'y a pas de report mécanique, il y a une dynamique du second tour. Voilà, il y a une dynamique du second tour. Et je vous le dis, nous avons fait une très mauvaise campagne. Et puis, entre les deux tours, et là j'avais cette fois-ci interpellé dans la presse mon camp, qui était tombé dans des dérives xénophobes, dans des dérives tribalistes, dans des dérives où on taxait le président Ouattara de candidat de l'étranger. Je leur avais dit, et j'avais fait une très grande conférence de presse qui m'avait valu, je dirais qu'on me remonte les bretelles, mais j'avais dit ce que je pense, parce que moi je pense ce que je dis. Est-ce que vous étiez en rupture avec votre camp? Ah, quasiment oui. Je pense que je ne voulais pas le dire, mais vous avez mis la puce à l'oreille. Oui, j'étais quasiment en rupture de banc avec eux parce que nous ne partagions pas les mêmes points de vue. Je leur disais que le patriotisme, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas l'exclusion, ce n'est pas le repli sur soi, le nationalisme. Ces deux valeurs peuvent être compatibles. Donc, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et donc, je leur ai dit pendant les deux tours qu'il ne fallait pas tomber dans ces dérives où on a réveillé les démons de la guerre, où on a refait passer des CD, où on montrait, je dirais, les exactions de 2002, où des gendarmes avaient été égorgés au nord. Mais je ne comprends pas pourquoi vous étiez... On a remué le couteau dans la plaie. Je ne comprends pas pourquoi vous étiez étonné de cette rhétorique qui, c'est vrai, s'est radicalisée entre les deux tours, mais elle était déjà à l'œuvre avant le premier tour. On était tous là au mois d'octobre. Vox Africa avait fait une grosse opération et on l'avait vu. Des gens avaient même tiré la sonnette d'alarme en disant attention à des discours dangereux, des discours qui peuvent attiser la haine, qui peuvent attiser la violence, où on parlait déjà de candidats d'étrangers. Avant le premier tour, le président Gbagbo disait déjà ce sont des candidats de l'étranger. Il le disait ouvertement. On ne peut pas dire que c'était en appelant les gens à la violence, mais ça pouvait entraîner ces dérives-là. Alors qu'est-ce qui a fait qu'entre les deux tours, ce même discours vous a paru subitement anachronique, subitement inadéquat? Disons que c'est vrai que j'avais vu au premier tour quelques bribes de ce discours-là, dangereux, ivoiritaire, haineux et de division. Mais il s'est accentué, il est allé crescendo pendant les deux tours, entre les deux tours, où là même on a fait passer des CD dans tous les quartiers de l'ex-rébellion de 2002 à 2007, jusqu'à ce qu'on signe les accords de Ouaga. Et où là on a encore appuyé sur l'accélérateur, sur la division. Je leur avais dit, quand on fait campagne, surtout un président en fonction, quand il fait campagne, c'est sur des thèmes rassembleurs, c'est sur des thèmes, je dirais, d'union, d'unité, voilà, de rassemblement, pour justement capter tous ceux qui ne sont pas de facto de votre camp. Donc, ça s'est accentué. On ne m'a pas écouté. Bon, que voulez-vous, quand on me dit que le président Ouattara est un candidat de l'étranger, ça me fait rire. Les 32% et les 54% du second tour ne sont pas des étrangers. Quand on me dit que lui-même est un étranger, un ex-frère de la Galaxie Patriotique sur le plateau de la RTI qui dit qu'il est burkinabé, mais attendez, c'est à rigoler. Je veux dire, on a entendu des choses ici. Je leur disais à chaque fois, si vous considérez que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est que nous-mêmes ne sommes pas ivoiriens. Ça veut dire que moi, je ne suis pas ivoirien. Et plein d'autres ne sont pas ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un magnifique modèle d'intégration. C'est une petite Amérique. C'est un pays ouvert sur le monde, où il y a un brassage de culture depuis l'époque d'Houphouët-Boigny. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu l'école, l'époque d'Houphouët-Boigny. Nous avons été formatés dans ce moule de l'intégration, où il y a 32% d'étrangers ici.
et bien plus, parce que 30% c'est le chiffre officiel, mais officieusement il y en a beaucoup plus. C'est un carrefour géographique, c'est je dirais, c'est une terre d'accueil, de brassage culturel, ethnique. Donc tout ça, malheureusement, ça n'a pas été perçu. Donc si on considère que le président de la République, Ouattara, n'est pas, à l'époque on disait que le candidat qui était étranger, eh ben, c'est dire qu'une bonne partie, ou en tout cas la moitié de la Côte d'Ivoire est étrangère. Alors ce discours que vous tenez aujourd'hui, qui est un ici discours... c'est une terre d'immigration, non, j'ai dit le discours que vous donc tenez. c'est une terre d'intégration. Ouais. Et le discours que vous tenez, est-ce que aujourd'hui de plus en plus de gens de la galaxie patriotique l'ont compris? Est-ce qu'ils ont changé? Pas tous. Je vous le dis sincèrement, pas tous, non, une bonne partie ne comprennent pas, comme je le disais tantôt, qu'il y a une forte compatibilité entre le patriotisme et la tolérance, entre le nationalisme et l'ouverture. Ce sont des valeurs qui peuvent se combiner ensemble. On l'a vu, mais nous on a voulu, je dirais, se replier sur nous-mêmes. On a voulu, on était isolés diplomatiquement, il faut le dire. Ça, je dirais, il ne faut pas se le cacher. Au fait d'indépendance, on n'avait aucun chef d'État qui venait ici. L'investiture du président déchu, il n'y avait aucun chef d'État. Regardez l'investiture de M. Ouattara, il y a 21 chefs d'État africains et des chefs d'État occidentaux. Donc tout ça pour vous dire qu'ils n'ont pas perçu qu'on pouvait être nationaliste, qu'on pouvait être patriote, qu'on pouvait défendre son pays de manière patriotique économiquement, politiquement, socialement, mais tout en rejetant pas l'autre. Après avoir dit tout ça, M. Alassou, est-ce que vous restez un fidèle soutien du président Gbagbo, ou alors aujourd'hui vous avez carrément rompu les ponts avec lui? Est-ce que vous vous dites encore membre de la galaxie des jeunes patriotes avec le recul? Écoutez, moi, quand j'ai commencé en 2002 mon combat politique, j'ai dit que je défendais d'abord la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été attaqué, ce pays, et par devoir de mémoire, de reconnaissance et de gratitude à mes parents et grands-parents qui sont venus du Liban, il y a eu la guerre, ce pays nous a vu naître et nous a offert gîte et couvert. Donc c'était mon rôle de défendre les institutions de la République. Donc, pour moi, j'ai défendu le pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et forcément, comme quelqu'un incarne cette Côte d'Ivoire, ce sont les journalistes qui m'ont affublé de ce sobriquet, le Libanais de Gbagbo. Mais moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on m'appelle comme ça. Maintenant, je ne renie pas. Mais vous étiez proche de Gbagbo? Oui, plus ou moins, plus ou moins. Maintenant, je ne renie pas ce que j'ai fait. Je ne me dédouane pas de ce que j'ai fait. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec conviction et sincérité parce que je sentais que mon pays était en danger. Il était en train de danser, de claudiquer. Donc, je me disais qu'il fallait que je le remette sur les rails modestement. Donc, j'ai défendu d'abord la Côte d'Ivoire. Voilà. Et forcément, il y a un président à la tête, on fait bloc derrière lui quand le pays vacille. Maintenant, moi je suis un patriote républicain, je le disais tantôt, donc respectueux de l'ordre établi. Un nouveau président a été élu, a été installé, il nous faut faire corps avec lui et travailler de concert avec lui, l'aider dans cette énorme tâche, parce qu'un président peut pas... Expliquez-nous ça un peu, vous dites que vous êtes un patriote républicain, donc... Vous avez soutenu le combat de l'ex-président Gbagbo. C'est légitime, c'est votre choix. Mais aujourd'hui, vous vous ralliez à l'ordre établi, mais vous ne reniez pas vos convictions. Vous restez convaincu que le discours politique, le projet politique de Laurent Gbagbo est un projet valable, un projet auquel vous adhérez? Écoutez, bien sûr. Le programme, moi d'ailleurs, j'ai fait campagne pour le président de la République en faisant une caravane sur le territoire de son livre-programme, justement, qu'il avait sorti pour cette campagne, où il avait consigné dans ce livre tout ce qu'il voulait faire dans son programme de gouvernement, où il avait, je dirais, inscrit dans ce livre sa vision, son ambition pour la Côte d'Ivoire au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau, je dirais, des infrastructures. Donc oui, ce programme est alléchant, mais malheureusement, il n'y a pas eu les mécanismes, il n'y a pas eu les hommes qu'il fallait pour justement appliquer ce programme. Donc, on peut, et encore une fois, ce n'est pas une ambivalence, mais on peut avoir soutenu quelqu'un et estimer qu'il a perdu. Voilà, il a perdu. Et en plus, je n'ai pas accepté ce hold-up électoral et cette forfaiture. Donc, parce que j'essaye d'être démocrate. Je n'ai pas l'outrecuidance de dire que je suis un démocrate, mais pour moi, la politique, entre guillemets, c'est comme le sport. On perd ou on gagne. Si on perd, on se représente. Et on ne dit pas on perd, on gagne ou on gagne.
C'était le slogan de la campagne. C'est vrai, de c'était Laurent le Gbagbo. slogan que je ne comprenais pas complètement. Mais que vous avez sans doute aussi répété et scandé. Non, moi je partais du principe que on pouvait perdre l'élection. Je l'ai dit sur le plateau de Africa 24. Je l'ai dit, mais évidemment mon souhait c'était que l'on gagne. Donc je me suis investi corps et âme. Je me suis investi à tout point de vue pour justement la victoire du candidat Laurent Gbagbo. Il a perdu, ce n'est pas la fin du monde, on ne va pas pleurer, on remet pacifiquement le pouvoir, on évite ces 5000 morts, parce qu'il y a 5000 morts au bas mot, ce 3000 morts c'est un chiffre officiel. Donc pour moi la politique ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'art de l'invective, ce n'est pas la foire aux injures, ce n'est pas ça la politique. La politique c'est de la générosité, c'est un don de soi, et c'est comme un jeu, on peut gagner, on peut perdre. Et puis, franchement, je vais vous dire quelque chose, et là je le dis du fond du cœur. J'ai soutenu Laurent Gbagbo, mais depuis que Ouattara est président, j'ai le cœur plus léger, je me sens plus soulagé, parce que je suis persuadé qu'avec lui, il y aura moins, je ne dis pas que ça sera éradiqué, mais il y aura moins de xénophobie dans ce pays, il y aura moins de tribalisme, il y aura moins d'exclusion. La gestion du pouvoir. Vous êtes rendu compte de ça après la victoire? La gestion du pouvoir sera moins clanique. Non, je vous ai dit tout à l'heure que pendant des années, j'ai interpellé mon camp qui m'a quasiment mis en rupture de banc parce que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi vous n'avez pas rejoint l'autre camp? Oh, mais j'étais souvent en contact avec eux pendant des années. Je vais vous faire des petites confidences. J'étais souvent, depuis 3-4 ans, en contact avec l'actuelle première dame. J'étais en contact avec le premier ministre Guillaume. Qui m'a même demandé de rejoindre le Golf Hotel, mais évidemment pour des questions de sécurité, parce que j'ai ma famille ici, je ne pouvais pas. J'étais souvent en contact avec le ministre Ahmed Bakayoko, qui me disait comme ça, entre guillemets, ton camp naturel c'est chez nous, les valeurs que tu défends de diversité, parce que la diversité est une richesse, ça n'est pas un handicap, c'est une chance à saisir la diversité. Donc toutes les valeurs de diversité, de tolérance, d'acceptation de l'autre, le droit à la différence, qui ne doit pas amener à la différence des droits. Le droit à la diversité qui ne doit pas amener à la diversité des droits. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des phrases qui sont profondes bien sûr, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez ostracisé par le nouveau pouvoir ou bien vous vous sentez tout à fait à l'aise? Est-ce que vous avez été menacé? Parce qu'on sait qu'il y a eu un cycle de vengeance et c'est malheureux mais ça arrive aussi. Est-ce que vous, en tant que figure connue, soutien à l'ancien régime, est-ce qu'aujourd'hui vous avez été menacé? Non, moi je n'ai pas du tout été menacé, très sincèrement. La preuve, je suis resté ici pendant tous les événements. Les autres sont partis, les autres membres de la Galaxie Patriotique, en tout cas le 3/4 sont partis. Quand on n'a rien à se reprocher de mal, on reste. Moi je suis resté pendant les événements. Je vais même peut-être vous faire rire, mais les FRC m'ont même protégé à la limite, parce que j'avais un discours qui était en phase avec leurs convictions, avec leur opinion. Tout en n'étant pas de leur camp. En politique, ça arrive. Donc, ostracisé par le nouveau pouvoir, non. Peut-être par l'ancien, où j'ai subi, comme Eugène Dué, comme Eugène Dué, toutes les humiliations, toutes les, je dirais, le bannissement que j'ai connu vraiment. J'ai été piétiné dans mon honneur, mais je défendais la Côte d'Ivoire, donc j'ai avancé. Et maintenant, si le nouveau pouvoir pense que il y a possibilité de travailler ensemble. Moi, je suis à la disposition de mon pays pour une Côte d'Ivoire forte, généreuse, solidaire, diverse, tolérante, prospère. Êtes-vous préoccupé par le sort du président Gbagbo? Écoutez, je souhaite que rien ne lui arrive de grave, qu'il garde toujours la santé pour lui et pour sa famille. Maintenant, il est arrivé ce qui devait arriver. On m'avait posé la question il y a quelques jours. C'est vrai que je ne souhaitais pas que la fin se termine comme ça, par des images choquantes d'un président de la République, mais en même temps, on aurait cédé le pouvoir pacifiquement, on n'en serait pas arrivé là. Mais en tout cas, tous ceux qui ont commis des crimes de sang doivent répondre devant la justice. En même temps, tout ce qui peut participer au pardon, à la réconciliation, à la dynamique de paix, au rassemblement, à l'unité, à l'union des Ivoiriens, tout ce qui peut participer à cela
doit être fait par rapport aux cadres de l'ex-parti au on va pouvoir. en parler, on va en venir Voilà, sur le chantier donc, de la réconciliation. pour Je voulais savoir le simplement, président de la vous pensez République, que l'actuel pouvoir se conduit de façon correcte avec l'ex-président Gbagbo? Mais écoutez, je pense que oui. Je pense que oui, parce que si on voulait attenter à sa vie, ça aurait été fait depuis. Il y a des cas en Afrique et même dans le monde. Regardez ce qui s'est passé avec Ceausescu et son épouse. Je dirais des exemples en Afrique, il y en a pêle-mêle. L'ancien ministre libérien Samuel Doe. Voilà, parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas sortis. Le pouvoir ne s'est pas... Il n'y a pas eu cette alternance, ce changement du pouvoir pacifique. Nous sommes passés par un temps de guerre que nous n'avons pas souhaité, mais que nous avons vécu. Donc, qu'il soit vivant, c'est déjà une grâce de Dieu, lui et son épouse. Voilà. Donc, et tous ceux qui ont fui savent très bien que s'ils étaient restés là, à mon avis, ils seraient passés de vie à trépas, comme on dit. Donc, je pense qu'il n'est pas trop maltraité dans une résidence surveillée, avec toutes les commodités, comme le président Ouattara l'a dit. Autre question. Donc, qui est devenu votre compagnon de route? Je ne sais pas si c'était votre ami, Charles Blé Goudet, le chef des Jeunes Patriotes. Votre question est très pertinente. Non, vous savez, je vais vous faire une confidence. Depuis 1 an et demi, j'avais coupé un peu les ponts avec lui. Enfin, on ne se voyait plus. Moi, j'ai fait campagne de mon côté, donc j'ai plus de nouvelles. Donc, si j'en avais pas avant, je risque pas d'en avoir maintenant. Ou en tout cas, depuis que le président de la République, l'ex-président a chuté. Donc, je ne sais pas où il est. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ne vous inquiétez pas de son sort. Franchement, non. Vous croyez qu'il est... Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'avenir. Est-ce qu'il garde toujours un pouvoir de nuisance? Écoutez, je vous laisse la responsabilité de votre assertion, mais moi, ce que je peux dire, puisque je n'ai pas la langue de bois, notre jeunesse a été trop souvent instrumentalisée, trop souvent manipulée, intoxiquée, trop souvent téléguidée, parce qu'elle était au chômage aussi. Ça aussi, c'est un mal endémique que les nouveaux gouvernants doivent régler. On a fait quasiment un lavage de cerveau de cette jeunesse. Et donc j'en veux à certains leaders de jeunesse qui eux-mêmes ne sont pas des modèles, qui eux-mêmes ne sont pas des modèles de probité, ne sont pas des modèles dans la vie sociale, économique et professionnelle. Donc franchement, cette jeunesse a été mise dans la rue comme ça, et puis a été, comme je le disais, téléguidée. Donc franchement, oui, il y a certains leaders à qui j'en veux parce que justement ça a déteint sur une partie de la jeunesse ivoirienne. Notamment Charles Blé Goudet? Écoutez, je pense que vous avez un esprit assez vif et de déduction assez pertinent, donc vous déduirez ce que vous voulez déduire. Mais moi je dis que cette jeunesse a été instrumentalisée, c'est dommage. Voilà. Quand vous savez que 70% de la population ivoirienne est jeune, aspire à travailler, quand vous avez des maîtrisards, des titulaires de DSS, de DEA qui gèrent des cabines téléphoniques, ça veut dire que notre pays est tombé bas. Mais si à la tête de cette jeunesse, vous ne mettez pas de modèle, force est de constater qu'ils ne prendront pas le droit chemin.